Bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien. On est très heureux de te recevoir ce soir pour un nouveau webinaire X Sursaut. Alors, je vais te présenter très rapidement, puis ensuite tu auras la parole pour une quinzaine de minutes pour nous présenter ton ouvrage et le capitalisme éthique. Et comme d'habitude, on fera une séance de questions-réponses avec les questions qu'on reçoit dans le chat que je te poserai de la part des participants. Donc, Sébastien, tu es mouton, tu es 2005, donc tu as créé un nouveau modèle socio-économique, capitalisme éthique. Tu es spécialiste aussi du machine learning et tu as développé l'IA en finance de marché et tu as travaillé dans de nombreuses sociétés, notamment financières, sur les marchés. Avant de te consacrer au capitalisme éthique, tu as fondé Ethicap, peut-être tu pourras nous en parler, et tu places la notion de bien commun en corrélation directe avec les profits. Donc voilà, c'est à toi pour une quinzaine de minutes. Et bien sûr, tu as publié ce livre qu'on voit derrière toi. Voilà, c'est à toi pour une quinzaine de minutes avant les questions-réponses. Merci Laurent, écoute, merci pour ton accueil. Écoute, donc voilà, effectivement, je vais parler un petit peu de mon projet rapidement. Pour me présenter, voilà, en quelques mots, effectivement, il y a quelques années, j'étais trader quantitatif dans la meilleure entreprise de trading haute fréquence au monde. Et voilà, ma vie était concentrée sur ma carrière, j'étais concentré sur gravir les échelons jusqu'à devenir responsable de tout le trading en Europe. Et jusqu'à un beau soir, en fait, où c'était la fête de Noël de l'entreprise. On était dans une salle magnifique à Chicago, avec des bois anciens, des belles statues. Et je vois au loin notre PDG, la personne qui vraiment représente le succès pour nous. Et alors, je slalome entre les verres de champagne pour aller discuter avec lui. Et je lui pose une question un peu bizarre. Je lui demande, comment vont vos enfants? Je vois à sa tête que c'est une question à laquelle il n'a pas l'habitude de répondre, mais il se met quand même à réfléchir. Et il me répond et il me dit, bah écoute, certains de mes enfants sont fâchés contre moi parce que je voyage tellement que je les vois plus, et d'autres sont tout simplement différents. Et après, il me fait un sourire un peu gêné et il s'en va. Et ça m'a vraiment frappé parce que je me suis dit, cette personne-là, elle est au top de notre système. Et qu'est-ce que ça veut dire si elle n'a même pas quelque chose d'aussi basique et fondamental qu'une relation positive avec sa famille? Parce que je ne sais pas c'est quoi le sens de la vie, mais je sais que c'est les autres qui lui donnent du sens. Et du coup, je me suis dit, OK, est-ce que ça remet pas un petit peu quelque chose en cause de ma vie à moi? Et j'ai regardé autour de moi à ce moment-là et j'ai vu les majors de promo de Harvard, MIT, Cambridge, des gens objectivement brillants. Et je me suis posé cette question également un peu bizarre. Qu'est-ce que ces gens contribuent à la société? Et la réponse m'a frappé exactement autant que moi. Zéro. Donc ça m'a un peu obligé à essayer de me dire, OK, qu'est-ce que je fais là et est-ce que je dois changer un peu le parcours de ma vie? Donc, après trop longtemps, parce que j'avais peur, pour être honnête avec toi, je me suis dit que je voulais changer, effectivement, et donc j'ai quitté tout ce monde-là, tout le monde de la finance, j'ai quitté Londres, quitté la maison que j'avais. Je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose qui contribue un petit peu à la société et pas juste à moi. Donc pour ça, la première étape, c'était d'essayer de comprendre comment est-ce que la société fonctionne. Et donc quand j'ai étudié comment est-ce que notre société fonctionne, donc notre mix de capitalisme et de démocratie, quand j'ai étudié le capitalisme, indubitablement, c'est un système qui est extrêmement efficace. Le génie du capitalisme, ça a été de décentraliser les décisions économiques, ce qui nous paraît être évident à l'heure actuelle, mais qui est en fait assez contre-intuitif parce que jusque-là, c'était un roi, un empereur, un gouvernement qui décidait comment est-ce qu'on allait allouer les capitaux, comment est-ce qu'on prenait les décisions économiques. Et du coup, ça paraît être effectivement plus logique pour être mieux coordonné. Et en fait, ce dont on s'est aperçu avec le capitalisme, c'est que quand on laissait les agents économiques de façon individuelle prendre leurs propres décisions, en fait, on avait un résultat global beaucoup plus optimal. Et donc, le capitalisme a sorti des millions de gens de la pauvreté. Malheureusement, à l'heure actuelle, le capitalisme est devenu un système où parfois on se bat dans un jeu à somme nulle pour essayer de gagner une part du gâteau, d'une façon qui trop souvent nuit à notre propre planète et exploite les autres. La démocratie, de son côté, a pareil été une avancée majeure, ça a apporté la liberté à des millions de gens, mais malheureusement, à l'heure actuelle, la démocratie est en train de perdre le terrain contre l'autoritarisme. L'organisme International IDEA a montré que de plus en plus de pays se tournent vers la dictature, mais qu'en plus, même parmi les démocraties, il y a de plus en plus de pratiques autoritaires. Et donc, en fait, ça crée un vide parce que notre système ne fonctionne pas. Notre système ne fonctionne pas, on le voit,
parce qu'on ne résout plus les problèmes modernes. Nos problèmes modernes, c'est les problèmes d'intelligence artificielle non contrôlée, les problèmes de populisme, les problèmes de changement climatique, les problèmes d'autoritarisme. Et donc, on ne résout plus ces problèmes parce qu'on n'est pas aligné vers le bénéfice collectif. Et donc, non seulement notre système ne fonctionne pas, mais en plus, on le sait qu'il ne fonctionne pas. L'OCDE a fait un sondage récemment qui montre que 59% des citoyens de l'OCDE ne font pas confiance en leur propre gouvernement. Ils n'ont pas confiance dans leur propre système. Et donc ça, c'est quand même un chiffre assez fort. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a un vide. On n'a plus de valeurs communes suffisamment fortes. Et malheureusement, c'est souvent dans ce vide-là que le populisme ou même la dictature fleurissent. Alors attendez, je vais juste changer parce que je te vois plus, Laurent. Essayer de te voir. Voilà, je te vois, c'est bon. Et donc, euh, et donc voilà, donc, du coup, c'était un peu le constat que j'avais fait. Je voulais pas seulement faire ce constat, je voulais essayer aussi d'apporter une solution. Et donc, j'ai passé les quelques années suivantes à essayer de construire un nouveau modèle socio-économique. Donc, j'en ai construit un qui s'appelle le capitalisme éthique. Et donc, l'idée de base, l'idée fondamentale de ce système, c'est de dire on va mettre en corrélation les profits individuels avec le bien commun. Donc, autrement dit, on va aligner les efforts individuels avec le bien commun. Donc, comment est-ce que ça se passe le capitalisme éthique? Donc, très simplement, pour l'expliquer en 2 points. Premièrement, c'est un système de démocratie directe. Donc, les gens votent directement pour chaque catégorie de transactions financières en exprimant est-ce qu'elles ont un impact positif, neutre ou négatif sur elles-mêmes. Et de tous ces votes-là, des citoyens, on en déduit un coefficient, le coefficient du bien commun. Et ensuite, en deuxième étape, quand les entreprises ou tout type d'agents économiques vendent des biens ou des services, la somme d'argent qu'ils reçoivent est adaptée en fonction de ce coefficient du bien commun. Donc, par exemple, si je vous vends des biens ou des services pour 100 euros et que mon coefficient de bien commun il est de plus 20, en fait, je vais recevoir vos 100 euros à vous, plus 20 euros supplémentaires qui vont venir du fonds du bien commun. Inversement, si mon coefficient du bien commun est de moins 20, quand vous me payez 100 euros, il y a 20 euros qui sont extraits de ça, donc je n'en reçois que 80, et les 20 euros qui sont extraits vont vers ce fonds du bien commun. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on met en corrélation les profits avec le bien commun. Donc, du coup, la question évidente à se poser, c'est quand vous entendez ça, tu te demandes peut-être est-ce que c'est un système utile ou qui marche? Donc, du coup, moi, quand j'évalue un système socio-économique, j'aime bien l'évaluer sur 3 points. Premièrement, la rémunération du travail. Deuxièmement, la détermination du bien commun, c'est-à-dire comment est-ce qu'il choisit, est-ce qu'il faut construire un hôpital ou une piste cyclable. Et troisièmement, la mise en œuvre de ce bien commun, donc la construction effective de cet hôpital ou de cette piste cyclable. Donc sur le premier point, si on compare, sur le premier point de la rémunération du travail, à l'heure actuelle dans notre système, que je vous vende des couches, des machines pour laver la plage ou des armes à feu, je suis taxé exactement de la même façon. Donc dans notre système à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune incitation à faire quoi que ce soit de positif pour la société. Contrairement à ça, dans le capitalisme éthique, il y a une incitation directe puisque plus une entreprise contribue positivement à la société, plus elle gagne d'argent. Deuxièmement, sur la détermination du bien commun. Donc comment est-ce que ça se passe à l'heure actuelle? C'est le gouvernement qui décide de quoi est-ce que ces millions de gens, les citoyens, ont besoin. Et ça, c'est une question extrêmement difficile. On peut avoir les gens les plus intelligents qu'on veut en tant qu'autorité centrale. À mon sens, c'est une question qui est extrêmement difficile à résoudre. À l'opposé de cela, dans le capitalisme éthique, on demande à chaque personne une question très simple, de quoi est-ce que vous avez besoin? Et du coup, on en déduit le coefficient du bien commun et c'est beaucoup plus efficace. Troisièmement, sur la mise en place de ce bien commun. À l'heure actuelle, donc le gouvernement, une fois qu'il a décidé ce qu'il fallait faire, va embaucher quelques entreprises en leur demandant de construire ces choses-là, de mettre en place ces choses-là. Malheureusement, on sait tous qu'il y a des problèmes de management avec ça, il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes d'incompétence. Contrairement à ça, dans le capitalisme éthique, toutes les entreprises ont l'incitation de construire quelque chose de positif. Et donc, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on enlève les intermédiaires et qu'en plus, il y a toutes les entreprises qui sont intéressées à faire quelque chose de positif plutôt qu'une poignée. Donc voilà, ça, c'est un peu dans les grandes lignes comment est-ce que marche le capitalisme éthique. Mais pour essayer de rendre ça un peu concret, Laurent, je voulais te décrire un petit peu comment ta journée, à quoi elle ressemblerait ta journée si on était dans un système de capitalisme éthique plutôt que dans le système actuel.
Donc peut-être que quand tu te lèves le matin, tu lis ton journal et tu lis dans les journaux que ton entreprise de chaussures préférée exploite des enfants en Inde. Donc à l'heure actuelle, bah, peut-être que ça te choque un petit peu, tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Tu as vaguement l'idée d'organiser un boycott, mais c'est beaucoup trop compliqué. En plus, ça te pénaliserait toi-même. Et tu repars de ça en n'ayant pas forcément fait grand-chose et en ayant un sentiment un petit peu d'apathie vers notre démocratie. Contrairement à ça, dans le système du capitalisme éthique, si tu vois ça dans les journaux, en 2 clics, tu vas sur le site internet du capitalisme éthique et tu vas voter directement pour dire que cette entreprise elle a un impact négatif. Et donc, non seulement tu as un impact sur le monde direct, au sens où cette entreprise-là, elle va gagner un petit peu moins d'argent directement, mais en plus, toi, tu remplaces ton sentiment d'impuissance face à ce qui se passe dans le monde par un sentiment de puissance. Et donc, pour moi, c'est aussi quelque chose de très important qu'on puisse remettre les citoyens au cœur de notre démocratie, plutôt qu'on leur demande tous les 5 ans de voter vaguement pour quelqu'un qui va représenter plus ou moins leurs intérêts. Donc, après cette matinée, tu pars au travail. Et encore une fois, dans le système actuel de capitalisme, si tu as perdu au grand jeu du capitalisme, eh ben, malheureusement, il y a des chances que tu sois coincé dans un travail qui ne soit pas forcément satisfaisant intellectuellement, ou tu te bats tout simplement pour nourrir ta famille. Et l'ironie, c'est que même si tu as gagné au grand jeu du capitalisme et que tu as un bon travail, entre guillemets, eh bien parfois, peut-être un peu trop souvent à mon sens, tu es aussi coincé dans un travail qui manque un peu de sens parce que tu peux parfois te rendre compte au bout d'un moment que en fait, le seul motif, c'est de gagner de l'argent pour toi et ton entreprise. Et donc, ça manque un petit peu de profondeur. Contrairement à ça, dans le système du capitalisme éthique, eh ben, on a tous la satisfaction de savoir qu'on contribue directement à la société. Et ça, fondamentalement, c'est quelque chose à laquelle on aspire tous. Donc après cette matinée bien remplie au travail, c'est la pause du midi et tu dois aller acheter un ordinateur. Parce que ton ordinateur, il a 6 ans, beaucoup trop vieux à l'heure actuelle. Et donc tu vas acheter un ordinateur. Et à l'heure actuelle, quand tu achètes un ordinateur, eh ben, tu te dis, OK, euh, tu n'es pas sûr de comment les matières premières ont été récoltées. Peut-être que des enfants ont été exploités dans le process. Tu ne sais pas comment l'entreprise elle se comporte. Tu as une impression vague que, OK, peut-être qu'elle ne se comporte pas forcément toujours bien avec ses employés, avec sa communauté. Mais tu sais aussi que tu n'as pas tellement le choix et que tu ne peux pas y faire grand-chose. À l'opposé de ça, dans le système du capitalisme éthique, tu n'as même pas besoin de savoir quel est le coefficient du bien commun de l'entreprise. Tu peux le savoir si tu veux, c'est très facile d'accès, mais tu n'as même pas besoin de le savoir parce que tu as la satisfaction de savoir que si cette entreprise se comporte mal et que par exemple elle a un coefficient du bien commun de -10, quand tu lui donnes tes 1 000 euros, elle va en recevoir que 900 et il y a 100 euros parmi ce que tu as donné qui vont être dirigés vers des entreprises qui, elles, se comportent bien. Et inversement, si elle a un coefficient du bien commun de +10, qui est une entreprise qui contribue positivement pour la société, tu as la satisfaction de savoir qu'elle va recevoir tes 1 000 euros plus 100 euros supplémentaires pour continuer à l'encourager. Et du coup, ce que j'essaie de te montrer aussi dans ce système, c'est que, en fait, le capitalisme éthique, tel que je l'ai créé, c'est une évolution et pas une révolution. Parce que, comme tu le vois, ton PDG, il continue de parler avec ton directeur financier de son chiffre d'affaires. Les actionnaires, ils continuent de recevoir leurs dividendes, mais la différence avec le capitalisme éthique, c'est que tous ces profits sont corrélés avec le bien commun. Et c'était important pour moi de faire ça comme étant une évolution et non pas une révolution, parce que quand je parlais aux gens autour de moi de changer notre système, j'avais principalement 2 camps en face de moi. J'avais un camp qui me disait, Sébastien, t'es gentil, mais le capitalisme, c'est le moins mauvais système qu'on connaisse, c'est trop difficile d'en changer. Et le deuxième camp me disait, le capitalisme, c'est une catastrophe, il faut absolument tout brûler, il n'y a rien à reprendre. Je pense que le premier camp a tort, parce que avec les problèmes modernes qu'on connaît depuis un moment pour certains, comme le changement climatique, si on ne change pas la façon de faire qu'on a à l'heure actuelle, si on ne commence pas à aligner les efforts individuels vers le bien collectif, je pense qu'on va dans le mur. Et de l'autre côté, je pense que le deuxième camp a tort aussi, parce que si on se dit, ah bah brûlons tout et recommençons à zéro, en fait, on est tellement immergé dans notre système à l'heure actuelle que c'est juste pas réaliste, pas faisable. Et donc c'est pour ça que je voulais faire ça comme ça. Et donc de la même façon, pour résumer, de la même façon que le capitalisme a été une avancée majeure en décentralisant les décisions liées à l'économie, les décisions liées aux allocations de capitaux, le capitalisme éthique, je pense, peut être une avancée majeure en décentralisant les décisions liées au bien commun. Donc voilà ma petite présentation, Laurent. Et je suis tout à toi pour tes questions. Merci, merci Sébastien. Alors, il y a des questions.
Donc on a la chance ce soir, alors, on a plusieurs participants et on a notamment Hubert Lévy-Lambert qui est le fondateur d'X-Urso, Fabienne qui est vice-présidente, on a Daniel et Namias et bien et d'autres qui sont des membres actifs. Donc il y a déjà plusieurs questions. Donc je vais commencer par celle de Fabienne qui a été inspirée, qui a beaucoup de questions. Donc je ne sais pas si tu vois aussi le chat, mais je vais quand même les lire. Non, je vois pas le chat. Ouais, si ça t'embête pas de lire, merci. Ouais. Je vais les lire. Alors, donc Fabienne, je vais poser plusieurs questions de Fabienne. Qui détermine les critères dont tu as parlé pour voir qui est-ce qu'une société, une entreprise éthique et non éthique? Ce qui est positif pour la majorité n'est peut-être pas le bien commun en réalité. Voilà. Comment vois-tu la mise en place de cela à l'heure où on a l'air d'être de plus en plus individualiste, on est très individualiste, enfin voilà, la société est individualiste, on essaye de ne pas l'être nous, mais on a l'impression qu'on a ça. Euh, et même si les gens disent l'inverse, ils sont quand même assez individualistes. Euh, et Fabienne qui dit qu'elle ne change pas de PC tous les X années, mais c'est quand il ne fonctionne plus. Mais voilà, donc voilà les premières questions. Vous avez un peu les critères et est-ce que vraiment, voilà, est-ce que c'est pas décrété pour tout le monde ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Vas-y, je t'en D'accord, prie. tout à fait. Bon, d'abord, je suis très honoré d'avoir tous ces illustres gens qui m'écoutent. J'espère pas dire trop de bêtises. Alors, les questions de Fabienne sont très justes. Merci Fabienne. Et je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Alors, sur le premier point, sur qui c'est qui détermine les critères. Donc voilà, ça c'était effectivement un sujet important pour moi. Et c'est là où je crois que ma solution, elle est différente de ce que plusieurs autres solutions proposent. Donc il y a bien sûr, les problèmes que je soulève, ils sont bien sûr très connus, et il y a il y a déjà des solutions qui sont proposées pour dire est-ce que les entreprises, elles ont une gouvernance qui est éthique, je ne sais plus comment on dit en français, mais qu'ils appellent ESG, donc est-ce que c'est éthique, sustainable, etc. Et donc ça existe. Et à chaque fois, c'est le point commun de toutes ces solutions-là, c'est que les gens essayent de créer des critères objectifs, d'avoir une liste de comment on doit se comporter. Ces critères-là, ils paraissent être très beaux. Et en fait, eh ben, il y a deux problèmes avec ça. Déjà, ils ne sont pas dynamiques, ces critères, donc ils peuvent rapidement devenir obsolètes. Et en plus, à partir du moment où moi j'ai été trader, donc je le sais très bien, à partir du moment où il y a une liste précise de choses à faire, les gens sont très très forts pour cocher toutes les cases, et puis en fait, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et ça, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Tous ces labels-là, par exemple, les PDG ont tendance à dire, bah écoute, j'embauche un département, il y a 15 personnes qui sont responsables de faire que mon entreprise, elle coche toutes ces cases. Et en fait, il n'y a pas grand-chose dans les faits qui va changer réellement. Donc c'est pour ça que dans le capitalisme éthique, c'est ça qui est très important de voir, c'est qu'il n'y a absolument pas une liste de critères, qui ne vient certainement pas de moi, à aucun moment. Ça, c'était vraiment important pour moi de ne pas faire ça. Et, et en fait, c'est les citoyens directement qui vont voter pour chaque entreprise en disant est-ce que cette entreprise, globalement, elle a un impact positif, neutre ou négatif. Et donc, l'ensemble des critères qui va être pris en compte, ça va être ce que les citoyens considèrent être important. Donc ça a quels avantages? Les avantages, c'est que c'est très dynamique. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux faire une liste de critères s'il y a... C'est pas possible vraiment pour l'entreprise de se comporter mal, puisque les citoyens vont réagir à ce qu'ils savent de l'entreprise par rapport à une liste précise et qu'on a un sens moral tous, etc. Le désavantage, bien sûr, que pourrait dire Fabienne, c'est bah, du coup, on est, entre guillemets, on donne plus de pouvoir aux citoyens et on donne moins de pouvoir à, entre guillemets, un comité central qui serait potentiellement mieux informé, avec des gens dont c'est le métier plus. Et moi, la raison pour laquelle j'ai voulu m'éloigner de ça, c'est-à-dire que cette façon de gérer les choses, ça fait des années, ça fait à peu près de toute éternité qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on remet à une autorité centrale les décisions de décider quel est le bien commun. Et clairement, pour moi, ça a échoué. Et souvent, ce que je dis quand on me dit, et j'ai de la sympathie pour ce point de vue-là, quand on me dit le peuple est mal informé, le peuple va prendre des mauvaises décisions, le peuple n'a pas le temps, etc. Ce à quoi je réponds, c'est ça fait un exemple pour moi qui est flagrant. Après, on a chacun ses sensibilités. Mais sur le changement climatique, ça fait 50 ans qu'on le sait, même plus, un peu plus que 50 ans, qu'on le sait qu'il y a des problèmes graves de changement climatique qu'il faut changer. Les gouvernements
ça fait un moment qu'ils disent qu'ils essayent de changer ça. Les entreprises, ça fait un moment qu'ils disent qu'ils essayent de changer ça. Et les choses ne changent absolument pas suffisamment. Et là, on le sait à l'heure actuelle, qu'on laisse à nos enfants une planète qui va être de plus en plus difficilement vivable. Et donc ça, c'est un exemple sur lequel, par exemple, le, le, euh, le peuple, clairement, est majoritairement en faveur d'arrêter enfin de mettre en place des mesures drastiques pour le changement climatique, mais de façon collective. Et donc voilà, donc c'est un exemple par lequel je pense que parfois, d'avoir moins un comité d'experts, mais d'avoir en fait l'ensemble des citoyens qui décident, en fait, on peut arriver à une solution qui soit en fait plus optimale. Encore une fois, comme on a découvert avec le capitalisme. C'est le principe de la décentralisation. J'ai fait une longue réponse, Laurent, donc est-ce que ça te va au niveau du rythme? Ouais, alors peut-être, il y en a beaucoup, donc peut-être tu peux encore en faire peut-être plus vite comme ça, tu D'accord, ouais, pourras ouais. répondre à plus de questions parce qu'il y en a beaucoup. Alors, il y en a, disons, à la suite de ça, il y a Hubert qui dit que la somme de l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers et que le bien commun, c'est désendetter l'État et peut-être augmenter les dépenses militaires. Et quel citoyen pourrait voter pour cela? Et et Fabienne qui dit, en somme, tu utilises le modèle qui fait payer les externalités négatives. Voilà. Exactement. Voilà, ces trois-là. Exactement. Donc, bon, donc Fabienne, exactement. Je ne sais pas quel est le métier de Fabienne. Et peut-être qu'elle est économiste, mais c'est effectivement le terme économiste précis. C'est exactement ça. Donc souvent, j'ai l'habitude dans les conférences de beaucoup essayer d'utiliser un langage qui soit accessible à tout le monde parce que c'est plus intéressant, mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Faire payer les externalités négatives ou positives d'ailleurs dans un son de l'autre. Donc c'est très juste. Sur le point que soulève notre autre camarade, excuse-moi, c'était quoi son Hubert, prénom? Hubert Lévy-Lambert. Hubert. Voilà, l'intérêt Donc, général, c'est pas la somme des intérêts plus particuliers et voilà, il faut désendetter et dépenser pour le militaire et c'est pas personne votera pour ça. Voilà. alors, voilà, donc ce que dit Hubert, c'est juste aussi. Alors, je veux bien préciser, le système du capitalisme éthique tel que je l'ai écrit n'a pas pour vocation à remplacer complètement l'État. C'est absolument pas le cas. Je souhaiterais, dans un monde idéal, que l'État ait un rôle bien moindre, au sens au niveau des impôts. Voilà, principalement, comme je l'ai expliqué, que les impôts, au final, l'idée, une idée simple pour l'implémenter, c'est de dire que l'assiette totale des impôts reste la même. Et en fait, au lieu de taxer les entreprises à un même seuil, il y a un ajustement qui se fasse en positif ou en négatif pour encourager les entreprises qui se comportent positivement pour la société. Ceci étant dit, c'est absolument pas mon idée. Je pense que ce serait une très mauvaise idée de privatiser, par exemple, la défense. Et donc, il y a complètement 100% un rôle pour l'État pour les fonctions régaliennes que le système que je propose ne propose absolument pas de changer. Et donc, bien sûr, l'État continue de diriger la défense, continue de décider quel est le budget alloué à la défense, etc. Et continue de récupérer les impôts des entreprises. Sauf que, encore une fois, ce système d'impôt, il est dynamique et il s'ajuste en fonction du bien commun auquel contribuent les entreprises. Ok, excellent. Bah, là, parfait. Tu as été très concis et très clair. Bravo. Alors voilà, deux questions. Et intéressant parce que de Laurent Géronimi, donc salut Laurent, qui est donc un professionnel de la gestion d'actifs et un ami. Et il y a aussi notre camarade Horowitz et qui lie ce que tu dis à ton parcours aussi. À la fois dans le financier et aussi dans l'IA dont tu as parlé. Alors, je te lis la question de Laurent et la remarque, la question de Laurent et celle de notre camarade Horowitz. Donc, Laurent qui nous demande, donc il te dit, je constate dans le monde de la gestion d'actifs, certaines sociétés de gestion de portefeuille distribuent un pourcentage de leurs bénéfices à des causes durables, par exemple 10% l'UNICEF. De manière plus générale, le règlement européen CSRD va obliger les entreprises à communiquer sur les critères extra-financiers avec l'objectif que ceux-ci ont la même importance que les critères financiers. Donc peut-être une réaction à cette remarque. Voilà, c'est une façon un peu volontaire d'appliquer ce que tu demandes. Et deuxièmement, merci pour ton exposé. Quel est en gros le rôle de l'IA, du machine learning dans ta démarche? Est-ce que tu as lié voilà, cette compétence que tu as à tes travaux sur le capitalisme éthique? D'accord. Alors,
sur le premier point, donc ça, effectivement, je reviens un peu sur ce que je dis. Il y a effectivement des initiatives qui sont extrêmement positives et il y a beaucoup, hein, beaucoup d'entreprises qui se comportent très très bien. Mais l'idée du capitalisme éthique, c'est de dire c'est non optionnel. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde. Et en fait, ce que je crois vraiment, et l'idée du capitalisme éthique aussi, c'est de dire les ajustements, donc les ajustements liés au bien commun, j'ai pas forcément envie qu'ils soient très élevés. Je prends des exemples de 20% dans les exemples que je t'ai cités avant pour simplifier. Mais même si on imagine que c'est capé à plus ou moins 5% dans les deux sens, ça fait un ajustement qui reste faible. Mais comme il s'applique à toutes les entreprises possibles, pour moi, à partir du moment où toutes les entreprises, il y a une corrélation entre leurs profits et ce qu'ils font de bien commun, ça change quelque chose d'absolument dramatique, qui est que le PDG, au lieu de voir le PDG, le directeur financier, au lieu d'aller voir leur département spécialisé dans l'éthique, moi, c'est ce que j'ai vu en entreprise. On va voir l'appartement spécialisé en éthique et on dit, OK, alors comment est-ce qu'on fait tout ça? Et puis après, on continue à faire le business normal. Et moi, en fait, ce dont je rêve, c'est que, et ben voilà, à chaque fois qu'on pense au profit, qu'il n'y ait pas de notion de profit sans avoir une corrélation avec le bien commun, même si c'est faible. Et donc la différence, c'est qu'au lieu d'avoir, je ne sais pas quel est le pourcentage exact, mais imaginons qu'il y ait 10% des entreprises dans le monde, ce qui serait déjà énorme, qui est une vraie démarche éthique, et ben on remplace ça par 100%, même si on diminue le chiffre, ça a un impact énorme. Donc ça, c'est sur le premier point. Allez, sur le deuxième point, alors la démarche liée à l'intelligence artificielle, c'est une bonne question. C'est vrai que pour moi, c'était un peu étrange comment dire, quand j'ai décidé un peu de quitter le monde dans lequel j'étais, puisque moi, voilà, j'étais technicien, machine learning, je savais faire que ça, entre guillemets, donc c'était effectivement les outils un peu intuitifs que j'ai. J'ai pas utilisé ça. Je dirais que j'ai quand même utilisé quelque chose de mon expérience qui est un petit peu cette notion de décentralisation, bien sûr les notions liées à l'économie, et puis ce sentiment-là. Ce que j'ai utilisé le plus, c'est je ressens qu'en tant que trader, et bien sûr j'ai côtoyé beaucoup de traders, j'ai vraiment ressenti fortement comment les gens réagissent aux incitations. Et ce que je crois, ce que j'ai développé comme croyance très très forte, c'est qu'il s'agit vraiment du système. Et quelque chose qui me désole souvent dans notre système à l'heure actuelle, je trouve que notre système, il ne contraint pas d'incitation pour faire quoi que ce soit de positif. Et puis, vaguement, en tant qu'humain, à travers les journaux, etc., on essaye de un peu se faire honte les uns les autres en se disant, ah bah, si tu ne te comportes pas bien, tu n'es pas quelqu'un de bien. Et pour moi, c'est une catastrophe. Pour moi, il faut changer le paradigme et dire les incitations, elles doivent être dans le système. Et il faut reconnaître qu'on puisse tous être dirigés instinctivement par son intérêt personnel. Il faut arrêter d'avoir peur de ça parce que la réalité, c'est qu'on gère comme ça. On a tous au fond de nous une envie de contribuer au collectif, mais c'est normal aussi d'être dirigé par son intérêt personnel et il faut que le système s'assure d'aligner l'intérêt personnel à l'intérêt collectif. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai réétudié en tant que trader. Mais pour ce projet-là, au niveau de machine learning ou d'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, non. Il n'y a pas d'algorithme complexe du tout, absolument aucun réseau de neurones. Donc la réponse est non pour ça. D'accord. Alors, ensuite, les deux dernières questions du chat, et Fabienne confirme qu'elle est économiste, et donc ces questions voilà, étaient vraiment pertinentes. Donc, deux questions liées un peu au biais, questions remarques, au biais à l'aléa moral. Donc, par exemple, Total est détesté bon, par certains citoyens, pourtant investit massivement dans le développement d'énergies renouvelables. Donc, comment catégoriser une bonne et une mauvaise entreprise? Parce que c'est pas si clair. Et deuxièmement, Philippe Coster qui dit, quand on voit actuellement que le nombre de sociétés filou qui profitent de l'aubaine des donations à 1 euro, le risque du système proposé n'est pas de favoriser des arnaques pour puiser dans le pot commun. Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas profiter d'être catégorisés comme bien pour peut-être n'être pas si bien que ça en réalité? Oui. D'accord. Alors sur la première question, c'est super intéressant parce que Total, c'est vraiment l'exemple phare pour moi d'entreprise. Parce que j'ai une autre question qu'on pose souvent, c'est pourquoi est-ce que les entreprises qui sont mal perçues auraient le désir de rentrer dans ton système? Et pour moi, à chaque fois, l'exemple avec lequel je réponds, c'est Total. Donc pour répondre à notre camarade là-dessus, je suis très très en accord avec ce qu'il dit. Total, c'est une entreprise qui, pour moi, quand on regarde dans les détails, va sincèrement essayer de faire des choses positives aussi pour la société, mais qui n'a absolument jamais de crédit pour ça, entre guillemets. Elle ne reçoit jamais le mérite de ça. Après, on peut discuter si globalement c'est positif ou pas, mais c'est pas mon point. Justement, le système du capitalisme éthique, pour moi,
Parce que Total, à l'heure actuelle, il fait des actions positives, des actions vertes. Il essaye d'avoir les labels, les recommandations d'autorités centrales extérieures. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les citoyens, globalement, ont perdu toute confiance dans ce système-là. Et donc, les citoyens, tout simplement, ils ignorent. Total, je ferai l'argument que Total peut recevoir n'importe quelle accolade de n'importe quel organisme. Les gens vont dire c'est pas crédible, sans doute c'est corrompu, etc. Dans le système du capitalisme éthique, justement, on redonne le pouvoir au peuple de dire c'est à vous de regarder, c'est à vous de juger. Et j'ai un système, je ne suis pas forcément rentré dans les détails, mais il y a un système avant le vote pour s'assurer que les gens votent de façon instruite. Il y a un système où ils lisent, il y a 20 phrases objectives sur ce que l'entreprise fonctionne, etc. Et en plus, c'est un système de vote dynamique. Et donc, en fait, du coup, ce que je pense, que j'ai observé effectivement dans ma vie, c'est qu'à partir du moment où on donne aux gens un pouvoir réel avec les informations, avec une responsabilité, et ben tout d'un coup, ça peut faire que les gens, ils regardent dans les détail et ils disent, OK, peut-être que je trouve encore que globalement, Total se comporte pas bien. Ah, mais en fait, c'est pas aussi mauvais que ce que je pensais. Et en tout cas, il y a quelque chose de dynamique qui se passe et il y a une vraie responsabilité. Par rapport à moi, ce qui me chagrine à l'heure actuelle, c'est des jugements à l'emporte-pièce qui manquent de détails et où tout le monde, ce que je ressens, je fais des grandes simplifications, mais ce que je ressens, tout le monde est plus ou moins apathique envers la démocratie en disant tout le monde est corrompu, tout le monde est pourri. Donc ça c'est le premier point sur Total. Le deuxième point, excuse-moi, rappelle-moi, c'était quoi? C'était, est-ce qu'il n'y a pas des effets d'aubaine avec des entreprises qui se donneraient un vernis Oui, moral? alors, tout à fait. Alors, du coup, voilà, il y a deux dimensions. Déjà, il y a la dimension, c'est pas forcément exactement la question, mais il y a la dimension de la corruption, Mhm. auquel je réponds toujours, bah, en fait, il y a plus de chances à l'heure actuelle de corrompre les dirigeants, les régulateurs, quand il y a, disons, 5 individus qui sont responsables d'une régulation avec 5 millions, je peux les corrompre plus facilement que dans un système du capitalisme éthique où j'aurais besoin de donner énormément d'argent à énormément de monde, et donc forcément, plus il y a de gens qui participent, plus c'est difficile de corrompre. Donc il y a moins de corruption dans le système du capitalisme éthique. Et sur le point un peu plus précis d'effet d'aubaine, oui, bien sûr, il va y avoir ce que ça changera. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Si au lieu que les publicités soient, je caricature, mais je sais pas, quelque chose qui attire nos plus bas instincts, soit quelque chose qui nous fasse, voilà, bon, tu vois bien le genre de publicité qu'on a, ça, c'est pas très intellectuel, disons. Si à la place de ce genre de publicité qu'on a à l'heure actuelle, on a des publicités qui vont faire les arguments de en quoi est-ce que les entreprises se comportent correctement, bien sûr, il ne faut pas oublier que la part du capitalisme éthique, la part du coefficient du bien commun restera un pourcentage quand même petit du chiffre d'affaires, mais ce sera en corrélation. Je pense que ce serait extrêmement positif qu'effectivement les entreprises commencent effectivement à s'intéresser beaucoup plus à dire voilà ce qu'on fait concrètement de positif pour la société, à se mettre dans le regard public. Bien sûr, évidemment que de temps en temps, il y aurait des mensonges. La publicité, de temps en temps, il y a des mensonges, on le voit. Bien sûr que de temps en temps, il y aurait des choses qui sont fausses, mais bien sûr, notre système peut corriger ça au fur et à mesure. Notre vote, le vote dans le système du capitalisme éthique, il est dynamique, on peut changer son vote. Contrairement au vote à l'heure actuelle dans la démocratie, où quand on vote un président et on se dit, ah bah tiens, en fait, il nous a menti, il fait pas ce qu'il fait, bah, va falloir que j'attende 5 ans avant de changer d'avis. Euh, donc je pense que le changement sera positif. Par contre, ceci étant dit, bien sûr, ça rend absolument pas le monde parfait. Ok. Donc, je vais te poser les dernières questions et en même temps, après avoir répondu, je te laisse aussi conclure si tu veux. Oh, tac. Donc, les dernières questions, c'est alors, il y en a plusieurs. Donc Fabienne qui dit ton idée fonctionne-t-il s'il n'y a pas d'autres réseaux à côté? Voilà, comment on tient compte de l'existant, de ce qu'il y a? On a vu qu'il y a déjà, Laurent Gironimi avait parlé, voilà, déjà les entreprises font des choses. Donc, comment ça tient compte de l'existant? Daniel Amias, le peuple a-t-il le niveau d'éducation et d'information pour voter? Le bien commun n'est-il pas un sujet plus technique ou complexe qu'il n'y paraît? Ensuite, voilà, donc est-ce que c'est comment éduquer les gens pour bien voter? Est-ce que c'est obligatoire? Donc notre camarade Cuny, et comment impliquer les gens, les Ouais. responsabiliser? Fabienne, on dit tous les jours, on parle tous les jours de pouvoir d'achat, terme qu'elle juge inapproprié. Cela ne marcherait-il pas quand une grande proportion de la population a d'autres besoins? Voilà. Est-ce que voilà, les gens vont penser d'abord à le truc À de base? Maslow.
à Maslow, je voulais dire. Tu vois, les besoins primaires, hein, d'abord. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et c'est une très bonne question. Et comment un tel système pourrait se mettre en place? Ainsi, Patrick Collignon, c'est une très bonne, à mon avis, conclusion. C'est vraiment, voilà, la prochaine étape. Comment tu vois concrètement comment ça peut se mettre en route? N'hésite pas à me Ok. redire s'il y a une question que tu as oubliée. J'ai déjà oublié les questions, je le reconnais, mais alors attends, Alors, je le vais voir. vote, comment le vote, les gens font des votes intelligents et Ouais, sont documentés et ouais, sont impliqués. Déjà, voilà, peut-être celle-là pour ouais. commencer. Et donc le vote, donc voilà, donc le système du vote, donc ça c'est une question importante. Donc effectivement, la façon dont j'ai résolu ce problème, entre guillemets, c'est, voilà, comme je le disais déjà, avant chaque vote, il y a un système de 20 phrases qui représentent ce que l'entreprise fait de façon objective pour que les gens soient informés. Après, il y a un QCM, un tout petit questionnaire à choix multiples, vraiment très simple. Le but, c'est pas du tout de dire que les gens doivent être des experts, mais c'est de dire, OK, les gens ont une compréhension minimale de ce que fait cette entreprise. Il n'y a pas de vote au hasard, donc il y a quand même ça. Et après, je souligne aussi que la question, en fait, à laquelle les gens répondent, elle est extrêmement simple. On ne lui demande pas est-ce que Total a réduit son taux d'émission de carbone de façon suffisante. On demande est-ce que cette entreprise elle a un impact positif, neutre ou négatif sur vous, à votre sens. Donc, du coup, avec cette combinaison voilà, on informe un peu plus la personne, on vérifie qu'elle est un minimum informée et la question, elle reste simple. Encore une fois, c'est pas parfait, ça va pas rendre le peuple des experts sur tout, je pense que c'est pas le but. Je soulignerai que c'est quand même déjà plus que ce que fait notre démocratie à l'heure actuelle, où je peux voter pour n'importe qui en n'ayant aucune idée de ce que sont leurs politiques, et parfois c'est le cas. Donc voilà, ça c'est pour répondre à la question des votes. La deuxième question, c'était, rappelle-moi. Alors, donc là, tu as un peu répondu, tu as répondu même complètement Un peu aux deux. questions Ok. sur le vote. Maintenant, est-ce que les gens, ils mettront pas en priorité d'autres besoins que le bien commun, juste le fait, par exemple, de se nourrir, leurs besoins primaires, comme disait Fabienne, de la pyramide de Maslow à la base? Oui. Alors ça, c'est une bonne question et qui est effectivement reliée à l'autre question que tu m'as posée aussi, qui est est-ce que tout le monde doit voter? Alors ça, moi, mon avis personnel, qui est sans doute pas très commun ou peut-être un peu controversé, c'est que je ne suis pas convaincu qu'il faille un système où nécessairement tout le monde vote, qu'il le veuille ou pas. Personnellement, je pense que les choses se vont un peu mieux si les gens qui votent sont informés. C'est pour ça qu'il y a ce système un tout petit peu de sélection, encore une fois à minima, de connaissances minimales de ce qui se passe. Le système du capitalisme éthique, il fonctionne, même s'il y a, imaginons, que 20-30% de la population qui vote, il fonctionne à partir du moment où il y a un nombre suffisamment important de la population qui vote pour que l'ensemble de la population ait confiance que le vote soit objectif et impartial. D'accord? Donc il y a des chiffres critiques. Donc effectivement, au niveau mathématique, dans les formules, il y a des seuils en fait. Pour que le coefficient du bien commun il soit appliqué aux entreprises, il y a un nombre minimum de votes qui se passent pour éviter les biais, bien sûr, avec un peu de vote trop faible. Mais voilà, c'est la réponse moi que j'apporterai au capitalisme éthique. Il vaut mieux peut-être un ensemble de votes moins élevé, mais un peu plus informé. Et c'est suffisant tant que tout le monde en a la confiance que ce soit objectif. Donc ça, c'est sur ce point-là. Et le deuxième point, c'était... Alors, peut-être pour conclure, comment ton système peut se mettre en place? Voilà, Voilà. concrètement, dernière question qu'on a eue dans le chat, et vraiment, ça fait une belle conclusion. Ben voilà comment tu vois les prochaines étapes. Et bah du coup, ok, donc là donc les étapes dans lesquelles je suis, donc moi, pour moi, donc là, l'étape ça a été, donc là c'est quelques années précédentes, donc d'écrire le livre, donc vraiment de coucher sur le papier les détails, des formules, de comment ça se passe. Là, je suis effectivement dans la phase de communication. Donc là, j'ai eu le plaisir de faire un TEDx à Paris récemment. Là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire ça avec vous, donc j'en suis très heureux. Donc là, je suis une phase de communication. Donc déjà, la première étape pour ça, c'est d'essayer de communiquer l'idée. Et pour être tout à fait sincère avec toi, même si ça s'arrêtait là et qu'il y avait d'autres gens qui reprenaient les parties qu'ils trouvent bonnes de mes idées et qui jetaient à la poubelle le reste, déjà, ce serait positif. Mais ensuite, pour moi, les étapes d'après, d'essayer d'arriver à convaincre suffisamment de gens du côté acheteur/citoyen, pour essayer ce système-là. Disons, mon objectif, là, ce serait de convaincre 500,
peut-être 1000 personnes dans un monde idéal, de dire est-ce que ça vous dit de consommer, mais voilà, sur quelques achats, dans ce système-là, pour essayer voilà, de faire les premiers tests. Donc voilà, j'ai besoin d'environ 500 citoyens, j'ai besoin d'une dizaine d'entreprises. Ce dont je me suis aperçu, en fait, peut-être paradoxalement, c'est que c'est plus facile, j'étais un peu surpris de ça, mais c'est plus facile pour moi de convaincre 10 entreprises, peut-être à cause de mon réseau, peut-être à cause de mon expérience, en fait, que 500 à 1000 personnes. Les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc, donc j'ai un peu du mal à faire ça. Mais du coup, c'est pour ça que, là, que je fais ces conférences-là. Et donc, une fois que j'aurai voilà, environ ces 500 personnes, ces 10 entreprises, première étape, c'est de commencer à faire les tests. D'accord? Donc, c'est-à-dire à faire ces échanges-là et à montrer un petit peu au monde que ça marche comme ça. Et ensuite, de cette voie-là, il y a, une fois que j'aurai fait cette étape-là, il y a deux voies. Soit on peut le faire de façon un peu organique, c'est-à-dire entre guillemets, comme diraient les Anglais, bottom-up, donc en partant du bas, c'est-à-dire de dire, ben, on va construire un marché de plus en plus gros de gens qui disent, ben, on veut consommer comme ça parce qu'on pense que c'est meilleur pour la planète. Moi, ça me coûte rien et ça oblige les entreprises un petit peu à s'aligner vers quelque chose de positif. Et donc, plus on construit un grand marché, plus il y a d'entreprises, bien sûr, puisqu'il y a la demande. Et l'autre approche, bien sûr, ce serait de commencer à convaincre des collectivités locales. Là, en ce moment, il y a beaucoup de monnaie locale, je ne sais pas si tu as vu ça, qui commence à bien marcher. En fait, les gens ont un désir de consommer différemment. Il y a quand même un réveil social, je trouve. Et donc, de convaincre des collectivités locales, OK, est-ce qu'on peut essayer ce système-là? Et puis après, on peut rêver. Est-ce que je pourrais convaincre un gouvernement comme Équateur ou tu sais, ces gouvernements un peu qui essayent Bitcoin, qui essaient des choses un peu vraiment hors sentier parce qu'ils ont tellement de problèmes économiques. Est-ce que je pourrais leur proposer un gouvernement comme ça une fois qu'on a passé cette étape d'essayer ça? On peut rêver. Mais en tout cas, juste pour conclure, si je peux faire ma promo, si tu m'en veux pas, si jamais ceux que ça intéresse Oui. et qui vous êtes intéressés par le projet, j'adorerais discuter avec vous. Vous pouvez acheter le livre sur Amazon si vous avez envie. Alors, c'est pas tellement pour les profits, mais pour véhiculer l'idée. Sur mon site, c'est ethicap.org, ethicap.org. Si jamais vous êtes intéressé, eh ben, j'adorerais qu'on soit en lien. Et voilà, ce que je dirais, c'est que j'adorerais voilà, avoir votre énergie. Je me sens souvent un peu tout seul dans ce projet-là. Donc, si Mhm. jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés, je suis très, très preneur de votre soutien. Merci beaucoup. Merci Sébastien. C'était très enthousiaste et très enthousiaste communicatif. Et merci, c'était intéressant. Il y a eu un bon débat. Merci aux participants avec des très bonnes questions. Je vois Jean-Pierre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je te salue en même temps. Et je te remercie beaucoup. Et puis voilà, l'enregistrement sera très bientôt disponible en ligne. Je te remercie beaucoup. Et voilà, pour ceux qui sont disponibles, jeudi à la Maison des X, on fait une réunion sur les réformes économiques avec Xavier Fontanet en salon Aigle. Donc, si ça vous intéresse, vous m'écrivez. C'est jeudi 14 décembre à 9h30 avec Xavier Fontanet et des responsables de think tank et des économistes. Je sais que vous avez tous cette compétence, plus ou moins selon chacun et son parcours, mais que vous êtes intéressés par ces sujets en tout cas, et vous êtes les bienvenus. Et voilà, donc merci encore Sébastien, c'était passionnant et merci à tous. Voilà, très bonne Merci soirée. beaucoup, Laurent. Merci à À tous. bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.